pour clore ce forum, je vous propose tout de suite le 5e épisode de notre série Science vulgaire. 6 interviews avec des hommes et des femmes qui ont choisi d'utiliser les réseaux sociaux comme outil de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, Renaud Malik est avec le YouTuber Lee Nguyen Hoang qui a créé la chaîne Science for All. Lee Nguyen Hoang, bonjour. Bonjour. Mathématicien-chercheur à l'EPFL. Vous êtes un peu un vétéran de la vulgarisation scientifique. Certains ont leur chaîne depuis 2 ans, 3 ans. Vous, ça fait 10 ans que vous avez créé la vôtre, Science for All, la science pour tous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Oui, originalement, donc j'étais en études en thèse il y a 10 ans et donc j'étais mathématicien à résoudre des problèmes mathématiques, mais c'est quelque chose que j'adorais partager à la fois avec les gens à l'intérieur de mon laboratoire, mais également de façon plus globale. Et j'avais toujours cette frustration que lorsque les gens, je leur parlais des mathématiques ou de ce que je faisais, ils avaient tendance à avoir peur, à parfois ne pas vouloir savoir. Et j'avais une certaine frustration parce que même s'il y a des parties de ma recherche qui sont en effet difficiles à expliquer, qui a un certain bagage mathématique nécessaire, le cœur de ma recherche, le sujet initial, était quelque chose d'extrêmement facile à comprendre et je trouvais extrêmement intéressant. Donc, je travaillais sur le problème du partage de gâteaux. On a un gâteau hétérogène avec des parties chocolat, des parties vanille, des parties fraises. Et on a différentes personnes qui ont différentes préférences. Voilà, certains préfèrent la fraise au chocolat, d'autres le chocolat à la vanille, et ainsi de suite. Et la question qu'on se posait, c'est quel serait un bon partage de ce gâteau, d'une certaine manière un peu optimal en donnant les parties que les gens préfèrent à ces personnes, mais également équitable. Et ça soulevait aussi d'autres réflexions. Est-ce que si les gens sont stratégiques, est-ce qu'il y a des stratégies pour eux pour avoir plus de parts de gâteau ? Et donc ces idées de base de cette recherche me semblaient extrêmement intéressantes, extrêmement enthousiasmantes. Et notamment le fait qu'on puisse modéliser cela et puis ramener ça à un problème bien défini de maths, c'est quelque chose que j'adorais. J'avais envie de dire aux gens, les maths, c'est pas juste ce que vous faites à l'école, c'est aussi ces problèmes qu'on modélise très bien et qu'on peut bien comprendre et qui peuvent ensuite permettre de prendre de meilleures décisions dans des cas pratiques. Et donc c'est vraiment né de mon envie de partager cette passion que j'ai pour les mathématiques. Donc ça, c'est au début des années 2010. À l'époque, Science for All, c'est un blog dont le but, vous l'avez bien dit, c'est un peu de partager votre passion pour les maths, la beauté des mathématiques. Puis ensuite, le monde change. On voit la montée en puissance des réseaux sociaux, les fake news, le scandale Cambridge Analytica. Et là, vous allez évoluer, votre mission va évoluer. Oui, donc d'abord je suis passé sur YouTube, simplement parce qu'il y avait d'autres collègues qui l'ont fait et qui ont beaucoup plus de succès sur YouTube. Et donc j'ai suivi et du coup j'ai commencé à avoir une communauté qui m'a suivi. Et quand le nombre de personnes qui vous suivent commence à grossir, à entrer dans les 10 000 et puis les 100 000, j'ai commencé à ressentir une certaine responsabilité, une certaine responsabilité de communiquer des messages non seulement justes mais aussi importants. Et ça on le voit notamment avec l'évolution de mes vidéos, notamment sur YouTube où j'avais tendance à parler avant de physique théorique, donc de relativité générale, puis de mathématiques fondamentales. Donc c'est des sujets que je trouve toujours passionnants, mais qui ont moins d'impact sociaux. Mais du coup, au fur et à mesure que j'ai senti une plus grande responsabilité et que j'avais aussi le sentiment que sur Internet, il y avait de plus en plus besoin d'informations de qualité, je me suis tourné vers des sujets du coup avec plus d'impact sociaux, notamment autour par exemple de la démocratie, de l'intelligence artificielle, du raisonnement probabiliste, du Covid. Et en particulier, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet des algorithmes, notamment des algorithmes de recommandation qui sont extrêmement présents sur Internet et dont on peut avoir du mal à percevoir l'influence. Donc ce sont les algorithmes. À chaque fois que vous allez sur votre téléphone et que vous appuyez sur l'application Facebook, l'application Twitter, l'application YouTube ou TikTok, il y a un algorithme derrière qui va choisir quel contenu, parmi tous les contenus qu'il y a sur ces plateformes, quel sera le contenu qui vous sera exposé en premier, quel sera le contenu qui vous sera exposé en second. Et on pourrait se dire que ces choix sont tellement dans notre quotidien qu'on s'en rend même plus compte, mais ils sont loin d'être anodins, ils sont extrêmement influents. L'algorithme de recommandation de YouTube, c'est 70%, c'est 2 vues sur 3
sur YouTube. Et sachant que YouTube, c'est des milliards de recommandations et de vues par jour, ça fait énormément d'influence sur une très grande population. Et si cet algorithme recommande davantage, même si c'est 10% plus souvent, des vidéos qui sont de la mésinformation, ça va avoir des conséquences importantes. Et étant chercheur dans le domaine, m'intéressant dans ma recherche énormément à ce problème en particulier de la recommandation éthique, je ressens également une responsabilité particulière à vulgariser ce sujet, à essayer de faire comprendre au plus grand nombre les enjeux qu'il y a derrière ces algorithmes. Donc en clair, au fil des années, vous êtes passé d'une approche un peu ludique de la vulgarisation scientifique à une approche plus militante, plus engagée, plus citoyenne. Oui, tout à fait. Et je pense que ça vient également d'un autre phénomène qui est le fait que il y a 10 ans, sur Internet, il n'y avait pas énormément de monde. C'était pas une source d'information aussi importante que ça l'est aujourd'hui. Et du coup, il y avait aussi moins d'intérêt venant d'entreprises, de gouvernements, de partis politiques, d'associations militantes, de propager certaines informations plutôt que d'autres sur ces réseaux. Mais maintenant que ces réseaux sociaux ont pris une ampleur énorme, toutes ces entités ont d'énormes intérêts à promouvoir certains contenus plutôt que d'autres, et ça a conduit certaines entités malveillantes à produire énormément de campagnes de désinformation organisées, avec une influence énorme. Donc pour donner un chiffre, par exemple, Facebook en 2019 a retiré 6 milliards de faux comptes de sa plateforme. Donc la plupart des comptes sur Facebook sont en fait très probablement des faux comptes, sachant que Facebook a retiré sans doute ceux qu'ils ont réussi à détecter. Donc c'est donner une ampleur, une idée de l'ampleur de la désinformation qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Et du coup de l'importance de se protéger ou de protéger la société contre ces réseaux sociaux, contre ces campagnes de désinformation. Mais en tant que vulgarisateur, en tant que chercheur, on se met aussi plus en danger, j'imagine, quand on commence à s'aventurer sur ce genre de terrain sensible, les fake news, la désinformation, les algorithmes. Oui, tout à fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Donc bon, quand on parle de relativité restreinte ou quand on parle du théorème de Pythagore, il n'y a pas énormément de commentateurs qui vont être très énervés. Quoique il peut y avoir pour certains sujets mathématiques un peu précis, mais bien sûr, quand on parle de désinformation, d'information, de recommandation de l'information, de modération de l'information, quand on parle de la manière dont la gouvernance de ces algorithmes devrait avoir lieu, est-ce qu'on va impacter du coup les utilisateurs en changeant l'information à laquelle ils vont avoir accès, facilement on va dire, forcément ça pose des questions éthiques, des questions politiques, et qui sont parfois reçus avec beaucoup de véhémence par certains spectateurs. Donc il y a des spectateurs qui sont tout à fait de bonne foi, qui ont des réactions, des questions tout à fait légitimes, mais qui les posent parfois de manière un peu virulente, donc ça peut être difficile à encaisser quand on est créateur de contenu. Mais il y a également, comme je l'ai dit, des campagnes de désinformation aussi, qui vont activement chercher à dénigrer certains contenus. Donc je l'ai vécu récemment avec une vidéo que j'ai réalisée avec le gouvernement français, en collaboration avec le gouvernement français et avec le professeur Alain Fischer, qui a été attaqué par une campagne de désinformation qui a conduit à ce qu'il y ait énormément de dislikes sur cette vidéo en particulier. Ça portait sur quoi cette vidéo ? Sur les vaccins. Et en particulier sur l'importance de la vaccination de masse pour réduire le taux de reproduction effectif et du coup revenir à la normale, réouvrir les commerces durablement et ainsi de suite. Et donc en tant que créateur de contenu, c'est forcément difficile à encaisser. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est bien sûr l'impact social que ceci a, puisque si ces vidéos sont dénigrées, et si un spectateur de cette vidéo croit que cette vidéo est dénigrée à raison, ça va avoir des conséquences sociales sur l'acceptation de la vaccination et du coup le retour à la normale, et ainsi de suite. Len Guinhang, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le fondateur de la chaîne Science for All, invité de notre série Science vulgaire.